BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim, notre globe-trotteur et ses études du monde entier, et puis notre bibliothécaire Alexandra Paget qui reviendra sur les 15 ans de la faillite de Lehman Brothers. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternativeéconomique.fr. C'est lui qui anime la rubrique livre aussi à Alternative Économique. Et puis Jean-Marc Daniel, à ma droite, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique aussi à la Société d'économie politique. Allez, on commence avec le choix de Christian Chavagneux. Vous allez voir deux livres consacrés à la Chine aujourd'hui. Christian, vous avez choisi celui d'Ali Laïdi, La Chine ou le réveil du guerrier économique. C'est aux éditions Actes Sud. Oui, j'ai trouvé le livre passionnant. Ali Laïdi, il faut préciser qui c'est. C'est un journaliste, un chercheur spécialiste en guerre économique. Et donc là, il va nous donner la façon dont la Chine, non pas l'éveil économique de la Chine, mais l'effet du guerrier économique chinois. Alors c'est un livre à trois temps. Le premier temps, c'est le temps long. Qu'est-ce qui, dans la culture chinoise, parle du conflit, du rapport aux autres, et il nous dit le conflit, il est toujours présent en permanence, et on doit s'y adapter en permanence. Nous, les Occidentaux, on définit le droit, une fois qu'il y a les règles, il y a les gens qui obéissent au droit, et il dit en Chine, non, c'est pas aussi simple que ça dans la mentalité. Et puis toujours le temps long, c'est l'histoire du développement économique de la Chine, je dirais, de la fin du 19e à Xi Jinping. Si vous vous intéressez un petit peu à la Chine, c'est un bon résumé, vous n'apprenez pas grand-chose. Le plus intéressant, c'est comme dans la valse, c'est le deuxième et le troisième temps qui sont le plus intéressants. Le deuxième temps, c'est quelles sont les armes mobilisées par les Chinois pour mener cette guerre économique. Déjà, un beau descriptif de la gouvernance. Qui fait de la guerre économique en Chine, ou avec quels moyens? Déjà, on a ça. Et puis après, on rentre dans les outils. Et là, c'est fascinant. Je vous en donne un ou deux. Il y en a plein dans le bouquin. La commande publique, par exemple. Les Chinois disent on voudrait avoir des trains à grande vitesse. Et donc, les Japonais, les Européens, toutes les grandes sociétés viennent. Et là, les Chinois disent mais il faut nous donner un peu des détails techniques. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc les détails techniques sont donnés. Les deux meilleures boîtes, on leur dit vous avez été sélectionnés dans les deux finalistes, on voudra un petit peu plus de détails techniques. Et une fois que les détails ils sont là, ils sont piqués, les Chinois disent non, finalement on va les faire nous-mêmes, nos trains. Et comme par hasard, quelques années après, quand les trains sortent, vous avez des retraités de la SNCF qui conduisaient les TGV, qui sont en vacances en Chine, qui viennent en fait apprendre aux conducteurs chinois à conduire les trains à grande vitesse. Il y a plein de choses. Il y a la cyberguerre. C'est pas seulement des hackers qui vont voler, c'est aussi tout simplement des influences des opinions. Par exemple, l'exemple qui est donné, c'est aux États-Unis, en Australie, les deux gouvernements veulent redévelopper les terres rares. Or, les terres rares, c'est pratiquement un monopole chinois, et donc l'influence des opinions publiques pour dire non, il ne faut surtout pas le faire pour des raisons écolo. En fait, c'est pour conserver le monopole de la Chine. Plein d'étudiants chinois qui, comme par hasard, sont dans nos universités technologiques et qui viennent prendre des informations. Ça, c'est le deuxième temps. Et le dernier temps, c'est la réaction de l'Occident. De 2000 à 2012-2014, rien, aucune réaction. D'abord parce que les menaces, pour nous, c'est les menaces terroristes, et la Chine n'est pas une menace, donc on laisse tomber. Et puis aussi parce que on pense que c'est bien que le marché chinois est sourd. Les entreprises françaises, les multinationales en général, occidentales, acceptent des transferts de technologie parce qu'elles disent c'est le prix à payer pour aller sur ce grand marché. L'auteur nous dit la cupidité des entreprises ferait qu'elles sont prêtes à tout lâcher, et en fait, elles donnent des armes à leurs concurrents. Bref, on se retrouve avec un livre qui nous décrit dans le détail les guerres économiques chinoises. J'ai trouvé ça passionnant. Jean-Marc Daniel. Alors, je ne partage pas cet enthousiasme. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive sur Ali Laïdi, parce que Christian avait aussi été très enthousiaste sur un livre sur les guerres économiques où Justinien croisait Mahomet. Enfin, bon, il y a beaucoup d'approximations de ce nature-là. Il confond les avantages comparatifs et les avantages absolus dans cette première partie, effectivement, qui est assez pédante et qui est assez approximative. Et ça me faisait penser, cette première partie, puisqu'effectivement, il y a les trois parties identifiées par Christian. Cette première partie, ça me faisait penser à ce slogan de mai 68. Vous savez, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et donc là, il y a une espèce qui est totalement hors sujet. En fait, ça nous intéresse pas de savoir ce qu'il pense de Sun Tzu et tout ça, on l'a lu partout. Alors après, il y a les deux parties décrites par Christian.
Objectivement, on n'apprend pas grand-chose, on sait tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont d'ailleurs pompées dans le livre dont je vais parler ensuite, sur le fonctionnement des services secrets, le MSE et tout ça. Et il y a derrière tout ça une espèce d'esprit protectionniste qui dit on se fait avoir. La dernière partie, c'est on se fait avoir, mais à aucun moment on nous dit quel est le bilan de l'entrée de la Chine dans l'OMC. C'est-à-dire que s'ils sont rentrés dans l'OMC, s'ils ont réussi comme cheval de Troie, c'est l'expression dans l'OMC, quel est le bilan? Est-ce qu'ils ont réussi effectivement à conquérir des marchés? Est-ce qu'ils ont réussi à s'imposer? Pourquoi est-ce que l'Europe, qui est quand même le plus gros excédent commercial, serait la victime de la Chine, qui est en passe de devenir un pays déficitaire? Donc tout ça n'est pas explicité. Il y a beaucoup d'idées convenues, beaucoup effectivement d'affirmations, et tout ça sur un ton extrêmement pédant. Je trouve ce livre assez pénible. Vous êtes assez clivé sur, effectivement, Ali Laïdi. Pourquoi vous dites qu'il a pompé le livre que vous avez choisi? Il y a toute une partie sur le MSE. Mais il est sorti avant? Oui, absolument, il est sorti en anglais. C'est une traduction. Alors ça, c'est une traduction. Donc on passe à votre choix, Jean-Marc. Quand la Chine nous espionne, d'Alex Josque, aux éditions Saint-Simon. Oui, alors absolument. Alors je ne dis pas que c'est un livre événement, même s'il y a un news magazine français célèbre qui en a fait la couverture récemment. Donc, qui est l'auteur? C'est un Australien d'origine chinoise, qui connaît bien le chinois, qui parle chinois. C'est un atout que certains devraient avoir quand ils parlent de la Chine, et qui analyse en fait un problème. Il ne perd pas son temps dans des digressions diverses et variées sur Sun Tzu et sur la période des royaumes combattants. Il parle d'un système qui a été mis en place en 1983, qui est la fusion des services secrets traditionnels d'espionnage chinois et d'une entité du Parti communiste pour faire ce qu'on appelle le MSE, le ministère de la Sécurité d'État, qui est un peu une reproduction en Chine de ce qu'était la Stasi en Allemagne de l'Est, le STB en Tchécoslovaquie ou le KGB pharmacienne. Bon. Et donc il montre comment cette institution, effectivement, joue un rôle déterminant dans le développement de l'économie chinoise en tant qu'influenceur. Au tout début, il parle du cas de George Soros, qui pense que la Chine va se libéraliser, que la Chine va devenir, au fur et à mesure de son développement économique, un partenaire susceptible d'adopter les valeurs occidentales, et il dit il n'en est rien. Et donc il fait le portrait d'un certain nombre de gens, il fait le portrait d'un certain nombre d'actions, il montre comment l'administration Clinton s'est laissée influencer, elle a même été financée par les Chinois. En fait, il y a de façon très précise, très argumentée, la description du fonctionnement de ce service qui dépend directement du parti et de ce ministère. Et alors il le met en parallèle, mais il n'insiste pas sur les autres. Il se concentre sur ce service-là, avec ce qu'on appelle le Front Uni, dont parle aussi Ali Laïdi, qui est la partie, elle, plus expansionniste du Parti communiste en tant que tel, c'est-à-dire du Parti communiste avec des références culturelles et tout ça. Et donc, il montre comment... alors, il a une formule à un moment donné qu'utilisent les Chinois. En fait, ils sont pas très efficaces, tous ces gens-là, mais c'est la théorie du tas de sable. C'est-à-dire que pour faire un tas de sable, vous demandez à chaque Chinois de prendre un grain. Et ils sont tellement nombreux qu'à la fin, quand ils posent un grain, on obtient un tas de sable. Et donc, la stratégie globale de l'ensemble des Chinois, c'est de récupérer des petites informations, d'influencer un peu, d'agir de façon microscopique, mais la masse étant là, ça finit par faire de la stratégie globale, une stratégie très importante. La dernière remarque que je ferai, tout le monde le sait, mais il y a eu quand même un avant et un après Tiananmen. C'est-à-dire, il montre bien que les 10 ans qui montent de 79 à 89, on aurait pu espérer que la Chine allait effectivement se réorienter vers un modèle plus libéral et plus conforme à nos valeurs, et que là, de toute façon, outre l'histoire, il y a quand même le 4 juin 89 qui a été une vraie rupture. Alors Christian, cette Chine qui nous espionne. Le livre aurait pu être intéressant s'il n'y avait pas eu le Ali Laïdi en parallèle. Parce que là, je ne pense pas qu'Ali Laïdi ait pu pomper ce livre, parce que, par exemple, sur la gouvernance de la guerre économique chinoise, autant on a tous les acteurs, et c'est très clair chez Ali Laïdi, autant là, entre le MSE, le Front Uni, on est un peu paumé, on ne sait pas qui obéit à qui. Et donc là, c'est tellement confus d'un côté et tellement clair de l'autre que je ne pense pas qu'Ali Laïdi ait pu pomper quelque chose d'assez confus. C'est curieux parce que moi, c'est l'inverse. Dans la confusion. C'est un miroir. Ouais, Totalement. J'invite ceux qui nous écoutent à regarder, ne serait-ce que le chapitre sur la gouvernance de la guerre économique en Chine. Là, on comprend tout, quelles sont toutes les grandes institutions. Et là, c'est complètement confus.
confus dans ce livre. Ce livre qui est effectivement, Jean-Marc l'a dit, rentre beaucoup dans le détail de manière très très précise, mais nous fait page après page des détails d'histoire ancienne dont on n'a pas grand-chose à faire en fait, et se concentre sur quelques barbouzeries dont le livre d'Ali Laïdi nous montre bien que c'est une toute petite partie de la guerre économique et pas celle qui nous intéresse le plus. Alors c'est vrai, les deux livres se croisent quelque part, et heureusement pour nous lecteurs étrangers, lorsque ce livre nous dit aussi que il y a aussi de l'influence des opinions publiques, des hommes politiques, et là il donne des exemples assez précis. Il nous dit Jeffrey Sachs, l'économiste américain, a été retourné par les autorités chinoises. Bon, alors c'est juste un paragraphe, mais il nous dit regardez comment il défend l'activité de la Chine face aux Ouïghours. Il a été complètement retourné. Les Chinois sont malins parce qu'ils ont développé des relations internationales en disant mais oui, on est en train de monter en puissance, mais nous on est hyper pacifique, on veut pas dominer le monde. Il dit pour lui c'est une manipulation totale. Oui, les Chinois veulent dominer le monde, et il dit ils offrent aux chercheurs étrangers la possibilité de rencontrer les élites du Parti communiste chinois, ce qui est très difficile. Et donc face à cette carotte, beaucoup ont dit c'est super, du coup on va inviter vos experts. Et dedans il y a la Rand Corporation aux États-Unis, quand même pas un tout petit machin, et l'IFRI en France aussi, qui se serait fait avoir, qui serait fait manipuler par les autorités chinoises et par la guerre économique chinoise. Donc à la fin, il y a des petites choses. Heureusement ça croît, celui d'Ali, les deux se confortent, mais j'ai trouvé celui-là beaucoup moins intéressant et beaucoup plus confus. Et ben voilà, deux avis différents sur deux livres qui couvrent en partie les thématiques chinoises. Merci à tous les deux. On retrouve tout de suite Alexandra Paget, notre bibliothécaire. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra, on fête, entre guillemets, on rappelle que nous vivons le 15e anniversaire de la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers, et vous avez choisi de nous parler d'un livre qui raconte par le menu cette aventure. C'est Too Big to Fail d'Andrew Ross Sorkin. Exactement. Trop gros pour tomber, traduction. Et c'est en résumé, effectivement, ce titre, l'histoire d'une illusion. Celle de la banque d'investissement Lehman Brothers, persuadée d'être trop importante pour être lâchée, quelles que soient ses dérives. Andrew Ross Sorkin, il est journaliste économique au New York Times, et il livre une chronique quotidienne, presque heure par heure, de ce printemps 2008, Emmanuel. Le livre a été primé à de multiples reprises, et HBO en a tiré une série du même nom que je vous conseille. D'ailleurs, c'est très bien fait. Alors, faites-nous entrer dans les arcanes de la finance new-yorkaise et du pouvoir à Washington. Je vais essayer, en tout cas. Lehman Brothers, c'est une institution, je ne vous l'apprends pas, elle est fondée par les frères Lehman en 1850. En 2008, elle est dirigée par Richard Fuld, et sous sa direction, la banque réalise des profits records, 4 milliards de dollars en 2007. Des profits à la hauteur des risques pris, parce que pour 30 dollars empruntés, c'est $1 de capital. La chute de Lehman Brothers, la plus grosse faillite américaine de tous les temps, c'est l'histoire d'un vénérable membre de l'establishment qui a fini par vivre à crédit sur des actifs immobiliers devenus pourris et trop dilués. Après avoir trop spéculé sur le dos de ses clients, la banque perd énormément d'argent, et c'est là que, le 15 septembre 2008, la banque licencie ses salariés et les marchés s'effondrent. Et ce jour-là, la planète financière panique devant l'ampleur de l'onde des répliques que ça pourrait engendrer. Alors, le week-end précédent, les négociations ont capoté. C'est un peu une des raisons aussi de cette catastrophe, cet orgueil des dirigeants de Lehman qui rejettent finalement toutes les possibilités de rachat. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les solutions sont envisagées ce week-end-là, Emmanuel. Le rachat, le sauvetage public, tout ce que vous voulez, tout échoue. Après, le secrétaire du Trésor, les banquiers, à leur tour, refusent de renflouer la banque, qui devient donc insolvable. La méfiance se généralise. D'autres géants risquent de s'écrouler. George Bush intervient, met en place une structure chargée de racheter et de gérer les actifs toxiques. Enfin, vous connaissez l'histoire. C'est 700 milliards de dollars, la note. Ça fait beaucoup quand même. Donc Lehman Brothers est sacrifié par la Fed et le gouvernement américain pour sauver ses petits copains Fannie Mae ou Freddie Mac. Mais le récit s'achève alors que le secrétaire du Trésor, le président de la Réserve fédérale des États-Unis et le président de la Réserve fédérale de New York obtiennent des 9 plus importantes institutions financières
américaines qu'elles acceptent des fonds de sauvetage pour montrer l'exemple. Et c'est là, justement, où vous avez parfaitement raison, c'est que là, on va arrêter de faire les malins. Et c'est là où on voit aussi l'importance dans tout ce récit, finalement, de la confiance, qui est vraiment cruciale dans ce monde de la finance. Exactement, et c'est le mot-clé. Le livre montre bien, effectivement, l'importance que joue la confiance dans la vie de ces énormes institutions financières. Celle des investisseurs, d'abord, qui jouent sur le cours des actions, la confiance relative envers les chiffres présentés dans la comptabilité, la confiance entre des dirigeants de banques à l'ego surdimensionné et finalement la confiance minée du grand public envers ces grandes banques. C'est le mot-clé de ce conte réel et pas pour les enfants. Les marchés financiers ne reposent que sur la confiance, aussi fragile qu'un rêve évanoui, celui d'une banque trop grosse pour tomber, mais qui tomba quand même. Et celui qui nous fait rêver toutes les semaines avec sa moisson d'études glanées dans le monde entier, on le retrouve immédiatement. Benahouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. On commence par s'intéresser aux effets de la compétition entre grandes puissances sur la stabilité sociale aux Pays-Bas. Oui, pays calme s'il en est, Oui. mais qui a peur. C'est un travail de recherche pour le Centre d'études stratégiques de La Haye. Joris Thiers et ses deux collègues évaluent ici du point de vue des secteurs essentiels aux Pays-Bas la combinaison de risques posés par le gaz russe, certaines matières premières chinoises critiques et les semi-conducteurs taïwanais, entre autres. Ils partent de l'idée d'une menace globale qui a le potentiel de perturber les fondements même de la prospérité des Pays-Bas, et cela à court terme, écrivent-ils, celle où les grandes puissances dont ne fait pas partie les Pays-Bas, dotées d'une puissance politique, économique et militaire exceptionnelle, intensifient leur concurrence géopolitique. Ces analystes néerlandais et italiens cartographient de façon très instructive les effets possibles de telle ou telle crise sur le fonctionnement de la cinquième économie de l'Union européenne. Ils élaborent pour cela en gros deux scénarios centraux de crise qui se produiraient entre 2028 et 2032. L'un autour d'un embargo sur les minerais critiques qui serait imposé par la Chine à l'Union européenne et l'autre autour d'un blocus maritime chinois à l'encontre de Taïwan. Les deux hypothèses provoqueraient, selon eux, de graves dégâts sur les Pays-Bas parce qu'au-delà de compromettre sa transition écologique et son avancée numérique, différents domaines vitaux pour la société néerlandaise seraient mis à mal. La santé, la défense, l'énergie, les transports et les communications. Et alors la stabilité sociale néerlandaise, dans leur raisonnement, serait immanquablement compromise. Les auteurs considèrent donc que les Pays-Bas et l'Union européenne en général doivent à court terme prendre toutes les dispositions pour résister autant que possible à ces chocs qui, selon eux, s'annoncent. Il faut pour eux commencer à couper d'ores et déjà dans certaines dépendances stratégiques. On peut relever que ce document répond à une commande de la police néerlandaise pour alimenter son programme de surveillance stratégique. Passionnant. On s'intéresse maintenant, Benahouda, au métier de rêve d'influenceur. Est-ce que ça fait rêver les jeunes Allemands? Alors oui, d'être influenceurs? c'est une publication scientifique de l'IW, qui est l'Institut de l'économie allemande à Cologne. Et son économiste principal pour le numérique a scruté comment un demi-millier de ces jeunes compatriotes, autour de 16 ans, voient ce monde éblouissant, je cite. Ils ont participé à un programme de junior entreprise durant l'année scolaire précédente, 2022-2023. Et Barbara Engels établit à quel point ces adolescents allemands ont une approche plutôt nuancée de cette activité d'influenceurs sur les réseaux sociaux. On peut mener un quotidien aventureux, écrit-elle, en testant de nouveaux produits, potentiellement en amont d'une mode. Globalement, ils cernent bien les avantages en termes de créativité et de flexibilité de cette activité, mais également l'âpreté de la concurrence, du succès fuyant et de la quantité de travail colossale à déployer pour percer et se maintenir. En tout cas, il n'y a pas là de quoi décourager près d'un cinquième de ces jeunes tentés par l'entrepreneuriat. Pour eux, influenceurs, cela représente une perspective professionnelle tout à fait enviable. Filles et garçons, il faut le noter, ont à peu près les mêmes perceptions, qu'il s'agisse des opportunités ou bien des défis autour de cette activité spécifique, activité économique. Les raisons invoquées pour ne pas s'y risquer concernent surtout le défaut de vie privée ainsi que l'excès de pression sociale et de stress que cela entraîne. Une personne interrogée dit ainsi « Il faut poster quelque chose tous les jours, même les mauvais jours ». Barbara Engels considère que ce secteur peut tout à fait représenter une alternative valable au régime de salariat exclusif traditionnel, mais
dit-elle, comme une source de revenus d'appoint, parce qu'on y gagne rarement entièrement sa vie en étant influenceur, montant à l'appui. Cet économiste présente par ailleurs sa recherche comme une incitation à examiner de plus près cette économie dite créative, à la fois sur un plan scientifique, mais aussi sur un plan politique. Et vous nous présentez maintenant, Benahouda, une interprétation sociologique de la flemmardise, le dilemme de la jeunesse chinoise au travail. Oui, alors que devient le plus grand nombre de la jeunesse au sein de la deuxième économie mondiale? C'est vraiment devenu un thème qui là-bas suscite une recherche universitaire, académique de plus en plus nourrie. Et voici le texte de 2 professeurs de l'école de philosophie et de sociologie de l'université de Jilin, qui se situe dans le nord-est du pays. Il a été repéré par un site canadien très intéressant, Reading the China Dream, qui est consacré à la vie intellectuelle dans la Chine contemporaine. Et alors, ces 2 chercheurs examinent le phénomène des jeunes Chinois accaparés par les distractions en ligne pendant leurs heures de bureau, tout en donnant surtout à l'encadrement, l'impression qu'ils se consacrent entièrement à leurs tâches. Wu Xiaojin et Chang Jingrong écrivent que cette flemmardise en ligne, donc d'un nouveau type, est le reflet de l'érosion du processus traditionnel de production, je cite, de par une technologie qui efface les frontières autour du travail. Ces 2 enseignants, loin de servir une leçon de morale à leurs jeunes compatriotes, analysent cette distraction connectée plutôt comme une réaction naturelle à des mutations dans lesquelles ces jeunes ne peuvent plus toujours aller vers l'avenir qui leur était supposément promis dans cette deuxième économie mondiale. Lorsque les entreprises utilisent la technologie pour exploiter la plus-value des travailleurs, peut-on encore lire, ceux-ci réagissent en utilisant leur temps de travail pour poursuivre leurs activités de loisirs. Les auteurs évoquent y compris une soupape de sécurité dans l'organisation contemporaine du travail. Considérer cette flemmardise en ligne comme une stratégie anti-entreprise, écrivent-ils, et prendre des contre-mesures sévères ne sera certainement pas la solution, d'autant que le phénomène peut y compris enrichir les compétences, comme ce jeune décorateur qui explique très bien comment ces échanges annexes en ligne avec les clients sur les réseaux et applications peuvent l'aider à apprendre des choses et donc à améliorer sa productivité. C'est vrai que ça fait partie de la stratégie de certaines entreprises de laisser aux salariés une partie de leur temps libre pour développer les projets qu'ils souhaitent. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Moi, je reste dans le thème de la guerre économique. Donc, guerre économique, comment la gagner ? Un petit livre qui vient de sortir du centre de recherche 451 de l'école de guerre économique. On dit toujours, et c'est vrai, que la France, l'Europe est en retard dans la guerre économique face aux Chinois, aux États-Unis. Et là, vous avez plusieurs papiers qui montrent des guerres économiques gagnées par les Français. Vous avez un article absolument remarquable, si on n'a qu'un à lire, d'une chef d'entreprise française spécialisée dans les paratonnerres qui explique comment les Allemands, les concurrents allemands ont mené une guerre économique pour essayer de la détruire, comment elle a réussi à se battre, comment elle a réussi à gagner. Et article absolument formidable. Vous avez un autre sur, vous savez, comment les Américains utilisent la lutte contre la corruption pour attraper, on a l'exemple du gars d'Alstom qui a passé du temps en prison. Là aussi, on a un gars qui a passé du temps en prison, mais il a décidé de se battre. Il a été au procès, il n'a pas cédé, il n'a pas payé l'amende, et il a gagné le procès aux États-Unis. Plein d'exemples de guerre économique gagnée vis-à-vis des États-Unis. C'est pas si souvent que ça arrive. Il y a plein d'autres contributions, mais franchement, celle-là, elle valent le détour. Allez, Cocorico, Jean-Marc Daniel. Oui, notre forme de Cocorico, c'est le livre de Nelly Rodi. Je ne sais pas si vous voyez qui est Nelly Rodi, c'est une grande spécialiste de la mode. Elle conseille les grands couturiers. Et, elle vient de sortir ses mémoires, ça s'appelle Quelques saisons d'avance, et elle raconte ce milieu. Alors, il y a des éléments un peu personnels. Elle a vécu en Algérie, mais c'est un milieu que, enfin, moi, à titre personnel, je connais assez mal, et elle décrit tout ce monde de la haute couture de façon très pratique et assez émouvante. Eh bien, moi, j'ai choisi un livre qui nous fait pénétrer dans un univers aussi formidable, un univers de rêve. Songez que chaque année, 80 millions d'enfants et 10 millions d'adultes reçoivent en cadeau une boîte de Lego. J'en fais partie, je vous l'avoue. Et donc, c'est avec émotion que je vous présente cette saga Lego. C'est écrit par Jens Andersen, la petite brique qui a conquis le monde. Et ça nous raconte vraiment la saga incroyable de cette famille, la famille Christiansen. Songez que ça commence en 1920 dans un atelier de menuiserie et que ça devient la première entreprise mondiale du jouet et la marque la plus aimée au monde. Il y a plein de photos, plein d'anecdotes
plein d'histoires. Il y a aussi cette formidable histoire de créativité, d'innovation qui a fait la marque. Donc c'est de l'économie, c'est de l'histoire, c'est du plaisir. Je ne saurais trop vous recommander cette saga Lego. C'est chez Duno. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.